Alors, on va du coup enchaîner directement sur la session 2, sur la partie logistique opération. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Florence, d'un point de vue logistique, du coup, vous avez un seul grand dépôt où se trouve votre dépôt et votre entrepôt, et votre bureau, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix et quels sont les avantages pour vous ? Oui. Donc en réalité, c'est un choix qui est né à la création de la société. C'est vrai que les personnes se comptaient sur une main et étaient finalement un peu couteau suisse et faisaient de tout. Donc il était pour nous évident d'avoir le bureau et l'entrepôt l'un à côté de l'autre. Et puis avec la croissance de la société, on a décidé de garder cette stratégie qui nous permettait d'avoir vraiment une proximité entre les pôles administratifs et opérationnels. C'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages à avoir cette proximité parce que pour nous, que les équipes de préparation de commandes, de services clients et les équipes administratives et stratégiques peuvent directement discuter ensemble. Ça réduit le délai de prise de décision. Ça permet aussi, s'il y a une erreur, un problème, on peut directement pouvoir prendre des décisions. C'est vrai que cette proximité, c'est aussi un reflet de nos valeurs de la société qu'on essaie de refléter avec un côté familial et proche l'un de l'autre. Donc vraiment, à la fois cette opérationnel qui peut directement se transmettre d'équipe en équipe, c'était vraiment clé pour nous. Donc finalement, les gérants ont décidé de garder ça tout au long des 10 ans de la société. Ok, non, c'est intéressant parce que nous, sur la typologie de clients, et je pense partager avec Seneca, on a beaucoup de clients qui font appel à des logisticiens. Donc c'est assez intéressant de comprendre pourquoi vous avez effectivement décidé d'internaliser la logistique. Et aussi, comme ce que tu disais dans l'intro, c'est que effectivement pour vous, il y a une promesse aussi de livraison rapide. Ça vous permet d'avoir peut-être ce contrôle. Et est-ce que tu peux nous expliquer vraiment aussi d'un point de vue opérationnel comment ça fonctionne dans l'entrepôt avec les équipes pour les expéditions ? Tout à fait. Oui, donc en fait, nous, notre entrepôt est composé de 25 personnes. On a 3 équipes de 5 personnes, donc ici de préparation de commandes, qui vont travailler toute la semaine avec une interruption de 2h à 7h du matin. Donc c'est vraiment en alternance des équipes qui vont travailler pour justement assurer cette livraison très rapide. On a une équipe de logisticiens, donc avec 5 manutentionnaires et 2 chauffeurs poids lourds qui vont assurer, donc bien entendu, les opérations de transport, mais aussi de comptage et de stockage. Donc toute cette équipe est chapeautée par une responsable dépôt et son assistante. Et on va faire en sorte avec ces équipes en alternance que toute commande effectuée jusqu'à 22h la veille puisse partir le lendemain à 2h du matin et être livrée le jour même ou le lendemain. On a bien entendu choisi des partenaires clés de transport, mais c'est vrai qu'on a réfléchi aussi à la logistique d'injecter directement en France pour pouvoir diminuer les intermédiaires, vu que c'est notre premier marché géographique, il était important pour nous d'assurer cette livraison rapide. Et donc, on a tous les jours, à 2h du matin, un chauffeur poids lourd qui va partir avec toutes nos commandes, plus à l'heure des enlèvements qui se passent à notre entrepôt en Belgique, mais qui ont toujours été réfléchis par rapport au cut-off des horaires pour être sûr que le camion va venir chercher les commandes et qui va directement aller dans des centres de tri pour que ce soit dispatché partout en Europe. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne et ça a toujours été pour nous clé d'avoir ce dépôt en interne qu'on peut gérer au mieux pour justement assurer cette livraison rapide. Et ce qui était intéressant aussi malgré tout, c'est que quand tu le décris comme ça, on a un peu l'impression que c'est extrême, que c'est très intense, mais pour autant vous avez une super rétention du personnel d'entrepôt et ça je pense que c'est hyper intéressant de partager pourquoi tu penses que vous avez réussi à... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des personnes qui sont vraiment clés dans l'entreprise. Ici, on a plus de 80% de notre entrepôt qui est en contrat à durée indéterminée et qui est là depuis plusieurs années. Notre responsable dépôt est une des plus anciennes employées. Elle va fêter ses 7 ans au sein de l'entreprise. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est représentatif de ce qu'on essaye de mettre en place de notre entreprise et l'ADN. Mais c'est aussi clé parce qu'on est sur des processus très manuels dans le dépôt. Et donc, on a vraiment besoin de reposer sur l'expertise et les connaissances de l'équipe du dépôt. Donc c'est vrai que ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on met vraiment en place et qu'on essaye de fidéliser finalement les personnes du dépôt. Peut-être que tu peux nous en dire plus justement sur la connaissance qu'elles ont et la partie justement, pour le coup, paradoxalement assez manuelle, malgré l'efficacité que vous avez sur la logistique. C'est ça, comme je le disais à la première session, on a plus de 2000 références. Donc c'est vrai qu'ici, il faut savoir qu'on n'a aucun code barre, aucun gun, tout est manuel. Donc clairement, l'expertise des équipes, elles sont formées, elles connaissent
chacun des produits du dépôt. C'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place et qui était important pour nous. Attention, quand on a 2000 références, on le sait, en fonction des saisons, finalement, on peut réduire à presque 500 références qui reviennent régulièrement, qui sont des top-sellers. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette connaissance des produits. Ça permet aussi de détecter tout problème de qualité. Donc, directement à la réception des marchandises, le dépôt connaît le vêtement et va savoir que tel bouton, telle couture n'est pas censé être comme ça. Donc, on a vraiment une connaissance du produit et c'est vraiment vital pour nous pour pouvoir préparer les commandes le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'on essaye toujours de mettre des objectifs motivants et d'avoir vraiment une équipe investie dans le dépôt. Et je pense que c'est intéressant aussi ce que tu as expliqué partiellement sur effectivement les injections, etc. C'est comment vous travaillez aussi avec les différents transporteurs et comment vraiment vous gérez à l'entrepôt les commandes de façon... comment vous segmentez la réparation des commandes qui est assez spécifique. Oui. Donc c'est vrai que comme je disais, on a des injections, on a des enlèvements qui arrivent à différents moments de la journée. Donc c'est vrai qu'on va vraiment préparer des commandes par transporteur. C'est vraiment spécifique pour être sûr de respecter, on va dire, le timing d'injection et de cut-off. C'est vrai qu'on a débuté avec un seul transporteur et finalement on a évolué vers plusieurs transporteurs. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'au niveau de la préparation de commandes, on a vraiment des postes de préparation et des postes d'emballage et on va par transporteur imprimer l'entièreté des étiquettes pour pouvoir préparer les produits et tout ça de manière complètement manuelle en allant chercher l'ensemble des colis qu'on connaît. Parce qu'effectivement, en préparant les commandes en batch par transporteur, ça vous permet du coup de vous caler sur les horaires de retrait et d'assurer la... Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, on a un transporteur qui, à midi, tout doit être parti parce que c'est une livraison express qui doit être livrée le lendemain. Directement, on va mettre les équipes sur ce transporteur, faire uniquement les commandes qui sont attitrées à ce transporteur pour pouvoir être sûr que la commande qui est faite même 2 minutes avant est effectuée et que tout puisse partir dans les temps au niveau, en effet, des heures d'injection et d'enlèvement. Mais après, quand il y a effectivement, ça c'est vraiment aussi dans les périodes de pic. Enfin, comment est-ce que vous gérez les périodes de pic par rapport est-ce que vous changez un petit peu la réparation logistique entre les moments où vous avez vraiment énormément de commandes et les moments où vous êtes un peu plus... on a parlé un petit peu de la technologie Pack & Go, on en parlait avec Céline. Oui. Oui, bah donc ici, alors à la fois d'un point de vue humain, bien entendu, durant les grosses périodes, on va avoir une équipe d'étudiants qui va aussi venir nous aider à faire par exemple l'emballage, donc des postes qui justement n'ont pas besoin d'expertise ou de connaissance de nos produits. C'est vrai qu'on va continuer à avoir ce système par transporteur. C'est vrai que nos équipes sont habituées à avoir des rythmes assez soutenus. Au vu de nos collections qui sortent toutes les 2 semaines, on a très régulièrement toute l'année des énormes pics. Donc ça, c'est vraiment une formation continue des équipes qui nous permet finalement d'avoir une efficacité et une rentabilité assez importante. Et après, pardon, parce que Céline, peut-être que tu peux expliquer un peu plus aussi comment d'autres de vos clients, parce que c'est assez atypique la façon dont travaille EasyClose sur l'impression en masse des étiquettes pour préparer effectivement. Et donc, comment est-ce que vous accompagnez d'autres clients sur l'efficacité opérationnelle dans l'entrepôt ? Ouais, pour ceux qui ne savent pas, SendCloud est une solution qui aide les commerçants en ligne et logisticiens à gérer leurs commandes, donc à traiter toutes leurs expéditions. Pour EasyClose, c'est vrai que c'est un schéma assez différent de la plupart de nos clients, surtout qui ont un volume aussi important que le vôtre. Nous, on a plusieurs outils, notamment le Pack & Go, qui permet en fait d'aider le commerçant à gérer ses étiquettes de façon à minimiser les erreurs. Donc c'est vraiment, j'ai toutes mes commandes qui arrivent directement sur la plateforme, j'ai les différentes méthodes d'expédition qui y sont associées. Et après, au compte-gouttes, je vais traiter les commandes. Je vais voir directement quels sont les articles directement à travers la plateforme. Donc, pas besoin de se connecter, pas besoin de repartir sur Shopify. Et ensuite, je prépare mon colis, j'imprime l'étiquette et j'envoie le colis. Donc, on essaye en fait d'automatiser un petit peu tout ça. C'est vrai que ce n'est pas adapté à tous les modes de fonctionnement. Là, on commence à en parler justement avec EasyClose pour voir si le Pack & Go pourrait être quelque chose. Je pense que oui et non, on en a parlé hier, donc c'est voir comment en fait on peut utiliser certaines parties du Pack & Go, par exemple les listes de prélèvement, les bons de livraison, mais peut-être automatiser ou programmer un petit peu autre chose de façon à ce que nous on s'adapte plus à vos flux ou à votre manière de travailler que EasyClose s'adapte à la nôtre. Et pour continuer sur la brique du coup logistique, étiquette, transporteur, vous avez fait une évolution aussi chez EasyClose en termes des nombres de transporteurs
qui sont proposés. Est-ce que tu veux partager un petit peu quelle était la vision peut-être il y a 2 ans, comment ça a évolué et où vous en êtes aujourd'hui sur le choix de vos différents prestataires sur la partie transport? Oui, c'est vrai. Au moment de la création de la société, la stratégie était vraiment d'être monotransporteur pour avoir tout simplement un poids de négociation et de pouvoir avoir au fur et à mesure de la croissance une augmentation de services et une diminution des prix. Assez rapidement, on s'est rendu compte de 2 points. C'est qu'à un moment donné, au vu de nos volumes, finalement, on arrivait à un point d'inflexion où le prix unitaire commençait à réaugmenter. Donc finalement, même si nos volumes cessaient d'augmenter, ça n'était plus vraiment intéressant d'un point de vue financier, même si on avait une qualité de service qui était irréprochable. Et en plus de ça, on a vraiment un besoin des clientes d'avoir le choix des transporteurs. Alors d'un côté, ça peut être parce qu'on a besoin d'avoir un transporteur qui est fiable, qui est reconnu et qui donc va instaurer une relation de confiance auprès de la cliente. Mais ça peut être aussi tout simplement un transporteur qui est plus économique, comme Mondial Relais, qui va proposer une livraison en point relais avec quelques jours, mais qui est plus économique et donc qui va attirer nos clients. Donc c'est vrai que de là, on a décidé d'adopter plutôt une stratégie multitransporteur. Donc on a vraiment changé cette stratégie pour pouvoir à nouveau avoir des prix plus attrayants et aussi de pouvoir donner ce choix. C'est vrai qu'il y a 10 ans, les clientes, elles valorisaient une seule chose, c'était la livraison rapide. Ici, on le voit, c'est vraiment le choix aussi des transporteurs qui est important. On a aussi récemment contracté avec Chronopost, qui est donc un expressiste et qui permet aussi de faire une livraison rapide en 24 heures partout en France. Donc voilà, c'était autant d'atouts pour chaque transporteur qui nous permettait vraiment de satisfaire pleinement les clientes. Bien entendu, il faut aussi être raisonnable dans les négociations et dans cette gestion de l'entreprise. Il ne faut pas non plus avoir trop de transporteurs parce que là, on va un peu étaler aussi nos négociations. Mais c'est vrai qu'actuellement, on travaille avec 3-4 transporteurs et c'est vraiment comme ça qu'on a trouvé pour l'instant un processus logistique efficace. Un équilibre. Et Céline, du coup, côté SendCloud, comment est-ce que vous accompagnez justement cette logique multitransporteur avec vos clients? Comment est-ce que vous facilitez la mise en place des contrats, par exemple? On ne facilite pas la mise en place des contrats. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe entre le commerçant et le transporteur. On n'aime pas trop se mettre là-dedans. C'est vrai qu'on a nos propres contrats, mais c'est... Ouais, les références à des contrats prénégociés. Ouais, c'est vrai qu'on peut aider surtout les petits commerçants avec des tarifs déjà négociés. Comme ça, ils n'ont pas à aller s'embêter directement avec le transporteur. Dans le cas d'EasyClose, je vous conseille de passer directement avec le transporteur parce que je pense qu'on n'arriverait pas à matcher le tarif. Nous, le but, c'est vraiment de faciliter l'intégration entre le CMS, Shopify par exemple, avec directement le transporteur. En France, on est intégré avec une quinzaine de transporteurs, des milliers de méthodes d'expédition, que ce soit point relais, de l'express, du domicile, de l'international. C'est vrai qu'on en a un paquet. Et après, en termes de stratégie multitransporteur, ce qu'on voit, c'est vraiment donner une flexibilité d'un côté au consommateur, de façon à ce que lui ou elle fasse son propre choix. Et de l'autre côté, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, Mondial Relais pendant le Covid a arrêté pendant 3 semaines parce qu'il y avait trop de flux, au final, ça a permis à nos clients de, en un clic, passer directement sur du Chronopost, sur du Colissimo. Donc c'est toujours mettre en avant plusieurs modes de livraison de façon à avoir un backup si jamais quelque chose se passe mal ou si jamais les prix augmentent du jour au lendemain. Ouais, ce qui peut aussi arriver. Ce qui peut arriver, ce qui arrive souvent. Mais Florence, d'ailleurs, sur la partie multitransporteur aussi, tu parlais donc du poids de négociation pour les volumes, etc. Et je sais c'est un sujet qu'on avait aussi beaucoup discuté pour les retours, parce que vous avez aussi du coup changé un petit peu votre approche, mais malgré tout, vous avez aussi une logique assez particulière sur la gestion des retours avec les transporteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre stratégie là-dessus? Oui, donc en effet, c'est vrai que pour les retours, on a donc une grille tarifaire qui va varier en fonction des pays et des transporteurs. C'est vraiment une manière pour nous de répercuter de manière transparente le prix du retour. Et c'est aussi pour pouvoir garder vraiment une cohérence et pouvoir maximiser les différents retours avec les transporteurs. Après, c'est vrai que récemment, on continue d'analyser les performances des transporteurs. La gestion des retours, c'est vraiment un cas très particulier. Certains transporteurs le gèrent de manière complètement différente. Et donc ici, par exemple, en France, on a considéré que Chronopost avait une bien meilleure gestion des retours en termes de délai de traitement et en termes de financiers. Donc on a décidé de mettre tous les retours France vers Chronopost. Donc c'est vrai qu'on continue à chaque fois d'analyser les envois et les retours et de pouvoir maximiser vraiment ça pour
augmenter la satisfaction cliente parce qu'on sait qu'avec des délais de livraison réduits et finalement un coût plus faible, on permet d'avoir vraiment une gestion des retours efficace. Et en fait, vous le gérez aussi au niveau granulaire par marché, c'est-à-dire qu'en fonction des marchés, vous avez des règles du coup d'allocation des transporteurs retour qui sont différentes, parce que sur la Belgique, c'est encore sur Bipost et Mondial Relais. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que vraiment chaque pays est considéré individuellement. On va vraiment réfléchir quel est le transporteur qui va pouvoir amener le plus de satisfaction auprès des clientes. Comme on avait parlé ici de transporteurs reconnus, voilà, Bipost en Belgique, c'est un acteur très important. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on va varier en fonction du pays. Donc on a vraiment une grille assez complexe qu'on a mis en place avec Yellow en fonction des transporteurs allés du pays, quel va être le transporteur retour et à quel prix. Du coup, oui, effectivement, ce dont on avait aussi pas mal discuté pendant la réparation, c'était le fait que EasyClose a pris le parti très tôt en fait, de faire payer les retours. Et c'est vrai que nous, on voit chez eux, c'est un sujet qui anime beaucoup nos clients. Est-ce qu'on va faire payer les retours Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément, c'est pas blanc ou noir. En fait, ça dépend vraiment de la stratégie de la société. Est-ce qu'ils sont en phase de croissance, des marges, de la typologie de clientèle? Est-ce que tu peux, toi, nous expliquer un petit peu le raisonnement et pourquoi vous avez pris cette stratégie-là chez EasyClose de facturer les frais de retour et peut-être expliquer aussi comment vous gérez les différents frais de retour, enfin, ce que vous avez vu sur le comportement des clientes, sur le choix de l'expédition aussi. Oui, donc la stratégie des retours payants, ça a été mis en place dès la création de la société. C'était vraiment un souhait de la direction de répercuter directement le coût des retours sur les clientes. Ici, on parle bien de répercuter sur le coût des retours et non pas sur le prix d'achat, ce qui peut se faire habituellement. L'idée n'était pas de pénaliser l'entièreté des clientes et de finalement avoir un prix d'achat qui était attrayant. Donc ici, ça a toujours été dans cette politique de un retour, c'est énormément de gestion et de coûts pour une entreprise. En plus des frais forcément que nous devons payer auprès des transporteurs, c'est aussi une gestion en interne, c'est la réception des colis retours, c'est l'inspection des produits, c'est la remise en stock. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est prépondérant dans l'e-commerce. Donc on a toujours voulu, et de manière claire et transparente auprès des clientes, on a voulu mettre en place les frais de retour payants pour la charge financière que ça représente et pour la charge, bien entendu, écologique. Je pense que le fait d'avoir jamais changé cette stratégie, c'est quelque chose qui finalement a été directement accepté par notre communauté, qui a été comprise, même si, bien entendu, ça reste aussi au cœur des discussions avec les clientes. Mais c'est vrai qu'on essaye de manière pédagogique de leur expliquer le pourquoi du comment et pourquoi est-ce qu'on a toujours adopté cette stratégie et que c'est quelque chose qu'on souhaite continuer de faire. Mais ce que tu partages aussi qui est assez intéressant, c'est parce que vous avez effectivement des frais de retour qui sont différents en fonction des transporteurs, comment vous avez analysé et vu que certaines clientes en fait potentiellement choisissaient un transporteur à l'aller alors que la livraison était offerte, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que forcément, vu qu'on a une communauté fidèle qui est habituée, qui donc connaît ce système de frais de retour payants, on va voir que parfois, elles vont favoriser un transporteur aller parce qu'elles savent que via ce transporteur, le retour va être moins cher. Donc, on voit vraiment parfois des comportements d'achat qui sont très différents. Et puis, il faut dire aussi que le fait d'avoir des retours payants en termes de comportement d'achat, ça a vraiment un impact. On parle des fameux achats paniers d'essayage avec des clients qui vont acheter un produit en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs. Ici, forcément, le fait d'avoir des retours payants, ça va quand même donner une réflexion à la cliente, d'avoir une approche un peu réfléchie par rapport à son shopping. Malgré tout, même si je pense que maintenant, effectivement, vos clientes sont, comme elles sont fidèles, habituées, tu nous as partagé que c'est quand même la plainte numéro 1 sur Trustpilot. Donc, comment est-ce que vous gérez ça et comment est-ce que vous restez malgré tout solide dans votre décision de ne pas remettre en cause ça? Parce qu'il y a aussi les sollicitations du service client qui, du coup, vous demandent fréquemment si vous allez changer de stratégie. Tout à fait, c'est vrai que c'est vraiment un des premiers sujets. Alors, on a déjà un service client qui est incroyable. On a 4 personnes à temps plein qui travaillent 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Donc, c'est vraiment elles aussi qui vont être en première ligne avec nos clientes et qui vont essayer aussi de manière proactive de leur expliquer le pourquoi du comment et pourquoi on a des frais de retour payants. Donc, c'est vraiment grâce à elles et aux échanges qu'elles ont avec les clientes qu'on essaye vraiment de pouvoir faire comprendre de manière transparente
transparente, encore une fois, que c'est une charge financière écologique et que pour nous, c'est vraiment quelque chose auquel on ne dérogera jamais. Donc ça, c'est vrai que malgré finalement ces plaintes, on a vu qu'on a su en 10 ans construire une vraie communauté avec une récurrence, avec des clientes qui sont là toutes les 2 semaines et qui, si elles doivent faire un retour, bien entendu, elles le feront, mais elles comprennent aussi, et c'est quelque chose qu'on va mettre sur notre site internet, sur les réseaux, à travers de nos emails et bien entendu sur le chat qu'on a mis en place aussi sur notre site. Non, je pense qu'effectivement, ce qui prouve que malgré tout, ça n'affecte pas sur le long terme la satisfaction client, et c'est le taux de récurrence que vous avez sur vos clientes. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a un taux de récurrence de 50%. Donc, c'est vrai qu'on a des indicateurs qui nous permettent de dire que notre stratégie est bonne. Et c'est vrai que de toute façon, il est important pour nous d'avoir une rentabilité, de pouvoir se dire que finalement, avec une récurrence de 50% et un taux de retour qui est finalement assez tenu de 20%, on considère qu'on a une rentabilité par commande qui est tout à fait satisfaisant et qui nous permet de pouvoir avancer dans la société. Oui, justement, c'était ma question suivante, effectivement, sur le fait que vous avez un taux de retour, effectivement, nous, quand on compare avec d'autres clients sur la même verticale, alors même si, effectivement, on a aussi travaillé ensemble sur la baisse de ce taux de retour-là ensemble, vous étiez, effectivement, légèrement, au-dessus quand on a commencé, vous étiez quand même bien en dessous de la moyenne de ce qu'on voit chez nos clients sur la mode, qui peuvent atteindre 30-40%. Et donc, selon vous, une des raisons, c'est effectivement le fait que vous facturez des frais de retour. Je pense que c'est indéniable. Clairement, ça va affecter le comportement des clientes dès l'achat. Je pense aussi, encore une fois, que ce service client qui est non pas seulement réactif, mais proactif avec nos clientes et qui va les accompagner, c'est vrai qu'aussi, on a mis en place pas mal de choses pour venir à la rencontre des clientes et pouvoir les aiguiller au mieux. Et finalement, c'est aussi un cercle vertueux. Yellow nous permet aussi de pouvoir mettre en place la raison des retours et de pouvoir alors modifier nos fiches produits pour pouvoir les personnaliser encore plus et pouvoir conseiller encore plus nos clientes. Donc, c'est vraiment finalement comme ça qu'on arrive à diminuer ce taux en pouvant les conseiller rapidement dès le moment de l'achat. Je pense que c'est vraiment ça, mais clairement, une gestion de frais de retour payants, ça a un impact direct sur le taux de retour. Après, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur les raisons de retour. Nous, ce qu'on voit aussi, qu'on observe avec les marques avec qui on travaille, c'est que lorsque les marques ont une communauté engagée, ce qui est le cas, effectivement, je pense vraiment d'Easy Close, les clientes partagent énormément les raisons du retour, la raison principale, mais aussi nous, on collecte les raisons secondaires, donc pour vraiment comprendre aussi et vous aider sur la partie production. Donc, je pense qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place aussi avec les clientes qui commencent à comprendre les enjeux. Et lorsque c'est communiqué, effectivement, ça permet de réduire sur le long terme les taux de retour. Céline, je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes aussi bien exposée avec vos marchands CSN Cloud, et vous avez aussi probablement des clients qui vous demandent un petit peu votre avis sur la stratégie à mener. C'est un sujet assez d'actualité en ce moment. Est-ce que tu veux partager un peu vos réflexions et ce que vous avez vu sur le marché ? Oui, toutes les semaines, on nous pose la question. Moi, je me conseille de faire payer les taux de retour, les frais de retour tout le temps, tout simplement parce que le coût logistique pour le commerçant, le logisticien est tellement élevé qu'au final, c'est de la main-d'œuvre de traiter le retour, d'ensuite renvoyer une commande. Donc, à chaque fois, toujours de faire payer les frais de retour. Nous, ce qu'on voit dans nos marchands qui sont dans le prêt-à-porter aussi, en général, en commençant à faire payer les taux de retour, leur taux de retour, les frais de retour, leur taux de retour baisse. Donc, on est en général entre 20 à 25% de retour, ce qui est aussi aligné avec vous, ce que vous avez. Et ça n'a pas forcément d'impact sur leur taux de conversion pour une vente. Donc, nous, le conseil, même si c'est 1 ou 2 euros symboliques, mais c'est vraiment aussi pour faire apprendre aux consommateurs qu'il y a un impact sur ce taux de retour-là. Mais ouais, tout le temps, on nous demande. C'est super intéressant, c'est un grand débat en soi. C'est est-ce que je fais payer est-ce que je fais payer mon coût de livraison et pas mes frais de retour? Est-ce que je fais l'inverse? Est-ce qu'au lieu de 30 jours, je fais 60 jours? Donc on essaye en fait, à chaque fois on teste un petit peu sur certains commerçants et c'est intéressant de voir les résultats. Ouais, je pense que c'est intéressant de le tester et je pense que ça dépend aussi beaucoup de la typologie de la marque. C'est assez intéressant parce que vous avez quand même un panier moyen qui est pas très élevé. Enfin, le prix moyen de vos produits est quand même pas très élevé, donc vous avez des clients qui sont quand même très sensibles au prix. Et d'ailleurs, oui, ce que vous voulez qu'on dise tout à l'heure, c'est qu'en fait, on voit effectivement qu'il y a des clientes qui choisissent un mode de transport finalement qui est moins rapide parce que le retour est moins cher. Donc ça montre quand même qu'elles sont sensibles au prix, mais malgré tout, ça les empêche pas de convertir.
Et en fait, en fonction effectivement du panier moyen, le volume de frais de retour qu'une marque va collecter dépend aussi du panier moyen. C'est-à-dire qu'une marque qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, qui a un panier moyen à 200 € collectera beaucoup moins de frais de retour si elle facture le même montant qu'une marque comme EasyClose, où il y a un vrai impact du coup quand même direct assez important sur le compte de résultat. Après, nous, ce qu'on essaie aussi d'accompagner nos clients, c'est de facturer les frais de retour, toujours si c'est un remboursement. Mais si c'est effectivement une cliente, alors c'est un sujet qu'on n'a pas encore mis effectivement trop à l'agenda avec vous, mais parce que chez EasyClose, on propose les avoirs et les remboursements. Et donc d'essayer effectivement d'encourager les clients vers la rétention. Je pense que vous avez déjà un bon taux de rétention parce qu'encore une fois, vous avez un taux de récurrence qui est assez élevé, donc vos clientes savent en fait qu'elles vont venir et acheter chez vous. Mais sinon, effectivement, on essaie de mettre avec nos clients des stratégies commerciales qui encouragent du coup les clientes à choisir les avoirs ou les échanges plutôt qu'un remboursement, ce qui du coup, malgré tout, il y a effectivement le coût logistique à supporter pour la marque, mais à minima, elle garde le revenu qu'elle avait placé sur la première commande. Donc il y a différentes stratégies, effectivement. Mais oui, c'est un sujet. Mais on voit quand même de plus en plus de marques, nous, vraiment, de mettre notre portefeuille client. Il y en a plus de la moitié, effectivement, qui facturent des frais de retour. Et après, ça peut être effectivement plus anecdotique. Enfin, je veux dire, H&M, Zara, aujourd'hui, je crois que c'est 1,90 €. Et si on est membre aussi, il y a des choses à faire sur les programmes de fidélité. Peut-être aussi quelque chose à regarder en fonction, effectivement, du niveau d'utilité des clients, d'offrir les retours pour ces clientes-là. Et puis après aussi, bien sûr, offrir les retours en boutique. On en parlait tout à l'heure avec Isée pour effectivement offrir un service aux clients. À ce moment-là, elle se déplace, il n'y a pas le coût logistique. Le coût logistique de la remise en stock dans la boutique, il est effectivement plus limité puisque le personnel est dans tous les cas disponible pour s'en occuper, pour effectivement réduire ces frais-là. Ensuite, on voulait parler un petit peu justement pour revenir sur la typologie de clientèle et les modes de livraison, parce que tu expliquais que vous avez quand même une clientèle très jeune qui est très attentive aux livraisons, qui sont un petit peu frénétiques aussi sur le service client par rapport comment est-ce que vous gérez ces attentes-là et comment est-ce que vous gérez ça aussi justement avec la stratégie multitransporteur? Est-ce que vous voyez finalement des clientes qui acceptent les délais de livraison plus lents? Quel est le comportement client que vous voyez sur votre typologie clientèle? Alors c'est vrai qu'on a une clientèle très exigeante qui va très rapidement solliciter les services clients au moindre délai et même finalement juste à l'expédition de la commande. Alors après, de manière assez classique, on a mis en place des choses qui nous permettent de pouvoir directement avoir une communication claire et transparente avec la cliente. Donc sur son compte client, on a personnalisé avec W3 Lead le compte client pour avoir les trackings de suivi et toutes les informations. On a bien sûr le service client qui est toujours disponible, l'envoi des emails pour tout ce qui est tracking et suivi. Après, ça part aussi finalement du choix du transporteur qui doit être avisé et on va vraiment chaque année remettre en question les collaborations pour être certain qu'elles vont amener ce taux de satisfaction auprès de nos clientes. C'est vrai qu'en fonction des transporteurs, clairement, une cliente qui achète avec le Mondial Relais va avoir une compréhension par rapport au délai parce qu'elle sait que vu que c'est un prix économique, elle va avoir un délai un petit peu plus long que le Chronopost qui est expressiste. Mais c'est vrai que voilà, c'est le service client qui va pouvoir être là et puis finalement tous les outils autour qui permettent aux clients de suivre en temps réel leur livraison. Céline, vous justement, comment chez SNK vous accompagnez vos clients sur la partie tracking? Nous, sur la partie tracking, on reçoit tous les suivis de tous les transporteurs qu'on a intégrés sur notre plateforme. Donc, le client a directement accès via SendCloud, via son compte. C'est vrai qu'on essaie de s'améliorer de ce côté-là, parce qu'on sait que c'est une demande de la part de nos clients. On a fait 2 dernières acquisitions, un peu en temps promo, mais 2 dernières acquisitions où la première, Tracy, qui en fait permet de dire directement au client où le colis est, si jamais il y a un litige, si jamais il y a un retard. Et en fait, on va automatiquement envoyer le mail au consommateur final de façon à le prévenir que le colis va avoir du retard, etc. Donc on automatise en fait tout ça de façon à ce que le service client n'ait pas à répondre à des questions comme « où est ma commande ?» Donc aussi enlever un petit peu le nombre de tickets qui arrivent au service client de nos clients. Et deuxièmement, c'est la société Lox. Lox, ils sont spécialisés, enfin maintenant SendCloud, on est spécialisé dans les réclamations de transporteurs. Donc on sait qu'il y a plein de colis qui sont retardés. Il y a plein de conditions dans les contrats de nos clients
et les clients ne sont pas au courant. Par exemple, un petit exemple, Colissimo en fait a une indemnisation si le colis est retardé de plus de 3 jours, et ça en général personne ne le sait. Et au final, grâce à ça, on a tout automatisé de façon à on a un script en fait qui va passer sur tous les colis de nos clients, et en fait, on va leur rembourser directement les indemnisations. Donc ça permet d'être un petit peu plus proactif par rapport à ce suivi, de façon à ce que aussi nos clients n'y pensent pas. C'est derrière, dans le back-end, et se concentrent sur ce qu'il y a de plus intéressant que la logistique. C'est vrai que c'est intéressant d'être proactif parce que souvent, effectivement, le service client est en réaction. Donc, je pense que d'un point de vue expérience client, vous avez mesuré des impacts sur la satisfaction client chez les marchands chez qui vous avez implémenté ces outils? J'imagine que oui, mais... Anna, peut-être en termes de réclamation transporteur. Il y a 2% qui, en termes d'incidents, identifient du coup à travers les volumes de livraison. Et en termes de remboursement, on va arriver jusqu'à 1% de transport. Mais je trouve que c'est intéressant, en fonction de panier moyen, etc., ça va changer. Ouais, la satisfaction client, mais c'est vrai que ça a un impact sur le NPS, d'avoir une notification, d'être rassuré finalement et de diminuer aussi tout ce qui est risque. Et pour conclure, Florence, en termes de défis logistiques, qu'est-ce que vous anticipez avec votre croissance continue chez Zikloz? On a parlé un petit peu quand même de l'automatisation des processus à l'entrepôt. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à regarder? Enfin, quels sont vos prochains chantiers? On a encore eu une réunion lundi avec Céline. Donc clairement, 2025, ça va être aussi une grosse année par rapport à un projet entrepôt. C'est vrai qu'on a envie de pouvoir préparer cette croissance parce que qui dit croissance dit plus de commandes, mais donc aussi plus de références. Et donc, on a besoin clairement pour pouvoir accueillir cette croissance de pouvoir optimiser notre dépôt encore plus. Alors, on n'ira jamais vers une automatisation complète parce qu'on pense vraiment que notre expertise se révèle être efficace et amener une grande productivité. Mais c'est vrai qu'on va revoir toute la partie rayonnage de notre entrepôt. On va de manière plus régulière utiliser le pack and go en séparant des postes de préparation de commandes et d'emballage. Voilà, on va petit à petit arriver à une optimisation qui, pour nous, au vu de la croissance, va nous permettre d'aller encore plus loin et pouvoir vraiment l'accueillir sereinement. Et du coup, avec des codes barres ou toujours pas de codes barres? À voir. On va dire qu'il y a plusieurs étapes. En 2025, il n'y aura pas de code barre. On pense vraiment que déjà, avec les outils qu'on a autour de nous, on va pouvoir déjà optimiser avec des bons prélèvements, avec des impressions individuelles et avec surtout un rayonnage qui nous permet vraiment de gagner en efficacité. Et les codes barres arriveront dans quelques années peut-être. Et Céline, de ton côté, une dernière question. Si tu devais donner du coup peut-être un conseil aux marques qui sont ici et qui veulent optimiser la logistique sans sacrifier l'expérience client. Personnaliser les modes de livraison que vous offrez dans le checkout. Personnaliser aussi l'expérience suivie, que ce soit par email, par SMS, par WhatsApp, des choses qui sont peut-être un petit peu plus personnelles que l'email aussi. Et ouais, de façon tout simplement à optimiser et à gagner du temps. Parce qu'on sait que la logistique, c'est pas super intéressant, enfin, c'est pas super fun. Donc, c'est vraiment optimiser au maximum de façon à ce qu'à la fin, en fait, tout roule et qu'on n'y pense plus. Super, merci à toutes les deux. Je vous propose du coup de faire une petite pause après cette session bien intense sur la logistique. On peut redescendre au premier étage. Ah, oui, pardon, alors s'il y a des questions. Ouais. Je remarque d'apporter effectivement une market à positionner à peu près comme vous. J'ai fait une expérience pendant que vous étiez en train de présenter. Il y a pas mal de trucs avec qui, je vais discuter après avec vous. Par contre, comment vous faites pour proposer du chronopost? Vous en avez 4 différents, sans créer de la confusion, à des prix aussi attractifs, sans considérer, parce que nous, par exemple, on considère que Chronopost ou nos transporteurs, on a un coût marketing, c'est-à-dire qu'on peut essayer de remonter quasiment 80% de ce que le transporteur nous facture. Comment vous faites pour proposer par exemple du J+1 à Chronopost à 12 € sur mon expérience, un article à 23 €? Alors d'abord, c'est des contrats très bien négociés. Parce que très bien négocié. Oui. On a entendu qu'il y a quand même, je ne sais pas si vous êtes assuré.
Mais nous, on ne peut pas le sortir, par exemple, à moins de 19 € le J+1. Oui. Ce qui est donc confiscatoire pour la cliente. C'est ça, tout à fait. Franchement, je sais pas comment vous faites. C'est vraiment un partenariat. Donc Chronopost, c'est vraiment maintenant un partenaire qu'on a depuis 2 ans, 2 ans et demi. On travaille énormément avec eux. Au départ, ils étaient seulement actifs en France. Maintenant, ils couvrent aussi l'Europe pour nous. Et c'est vrai qu'en fait, c'est de la négociation. Ici, on répercute 100% des coûts de nos transporteurs. Donc ici, quand vous voyez les 12 €, on n'a pas réduit le prix. C'est vrai qu'on propose donc 2 types de Chronopost, le Chronopost standard et le Chronopost Express, vu que c'est vraiment 2 produits qu'ils proposent également, que ce soit à domicile ou en relais. Par rapport à, c'est vrai qu'on a beaucoup de transporteurs, on va dire, sur le check-out. C'est vrai que c'est une habitude aussi des clientes. On essaye d'être le plus clair possible en montrant que l'Express, c'est toute commande passée avant midi et livrée le lendemain avant 13 h. Et aussi, on a une garantie de remboursement des frais de livraison si on ne respecte pas ce délai. Mais c'est vrai que les prix sont attrayants parce qu'ils ont été négociés dans le cadre des partenariats avec nos volumes. C'est vrai qu'ils ont aussi l'entièreté de nos retours, que ce soit en France, en Europe. Donc, ça fait des volumes aussi qui nous permet d'avoir un poids de négociation. On a la chance d'avoir des commerciaux chez Chronopost qui croient en nous. On a une vision, on leur échange beaucoup nos projets finalement de croissance. Et donc, on a réussi en effet à avoir des prix vraiment attractifs tout en gardant la qualité, parce que voilà, forcément un transporteur, c'est pas qu'un prix, c'est la qualité de service, c'est être sûr que le service client va pouvoir dans les temps ouvrir des enquêtes et avoir une réaction de la part du transporteur. Mais c'est vrai que c'est des prix qu'on a réussi après de longs échanges à avoir auprès de Chronopost. Mais ma question, c'est est-ce que vous perdez de l'argent dessus? Non, pas du tout. Voilà, c'est ça en fait. 100%, donc ça, comme je disais, nous, c'est vraiment une politique qu'on a toujours eue, c'est que nos retours couvrent 100% de nos frais de transporteurs. Tous, pour tous les pays. Et à l'aller aussi? À l'aller aussi, toujours. Par contre, à l'aller, on a une stratégie marketing qui est forcément d'offrir à partir d'un certain seuil la livraison gratuitement. Donc là, forcément, ça ne couvre pas, mais le panier est augmenté, donc c'est intéressant pour nous. Mais sinon, pour les retours, ça couvre 100% de nos frais de transport. Ça a toujours été, de la part de la direction, un souhait d'apporter cette rentabilité-là. Mais en effet, je suis d'accord avec vous, ça demande d'avoir certains volumes pour pouvoir négocier, pour avoir un prix attractif pour nos clientes. Parce que forcément, une politique de frais de retour payants, mais avec des prix qui sont astronomiques, c'est compliqué. Et là, ça va vraiment, alors là, priver les clientes de faire un achat directement. Moi, j'avais une petite question au sujet de la facturation des retours. Aujourd'hui, je travaille pour Lisée, les retours sont gratuits. Ça a toujours été comme ça. Là, vous disiez effectivement que vous conseillez de rendre payants. Je comprends toute cette pédagogie qu'il faut faire auprès des clientes, mais comment, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est les clientes, elles sont habituées à ne pas payer les retours. Qu'est-ce que vous conseillez, en fait, pour... parce que moi, j'imagine, déjà, on l'a mis en place seulement pour les produits bradés. Elles payent leur retour. Donc, comment ça génère des réactions auprès de nos clientes les plus fidèles qui n'ont pas l'habitude du coup de payer un retour. Du coup, l'enjeu, c'est comment on fait pour faire face à ça. Qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous conseillerez vous à une marque qui depuis toujours a les retours gratuits et qui devrait du coup habituer sa clientèle à des retours payants? D'essayer. Ouais. Ouais. Après, vous, l'avantage, c'est que vous avez aussi vous avez des points de vente. Oui. Donc, c'est-à-dire que la cliente peut aller essayer en point de vente et se dire, OK, c'est la bonne taille, je le prends. Mais ouais, d'essayer, en fait, il n'y a pas d'autre manière. Ou alors, c'est de dire, voilà, par exemple, nous, ce que je fais avec certains clients qui sont dans cette même situation-là, c'est qu'ils font payer leur retour si jamais c'est un retour depuis l'étranger. Donc comme ça, en fait, ils commencent à voir aussi s'ils ont toujours autant de ventes, comment réagit en fait cette clientèle internationale. Et après, de commencer à un petit prix et d'augmenter un petit peu au fil des années. Habituer sa clientèle, en plus, c'est un peu les enjeux aujourd'hui, c'est ça. Et après, ça sera sur le long terme, habituer les clientèles. Moi, parce qu'on était dans le même cas de figure, ça dépend de votre panier moyen. On a un panier moyen à 75-80 €, et plus les paniers sont faibles, plus il y a une réflexion sur oui, ça coûte pas cher, donc c'est normal qu'il y ait des retours. Si
vous avez un panier plus élevé, vous pouvez présenter ça de façon participation aux frais de retour. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève, c'est au moment du remboursement qu'on affecte un forfait de frais de retour. Et du coup, vraiment, on appréhendait beaucoup. On est passé à 4,90 en frais de retour. D'abord 3,90, ensuite 4,90 pour être à l'équivalent de ce qu'on payait à l'aller avec Mondial Relais, puisqu'on a 4,90 à l'aller. C'est passé crème. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une responsabilisation avec les gros acteurs, Zara, Uniqlo. Ils ont fait passer ce message que ça va un coup, ça va un coup pour la planète, etc. Donc je pense qu'avec votre clientèle, honnêtement, les axes, vous les avez en termes de storytelling, la planète, une responsabilisation. Et si vous expliquez que ce n'est qu'une participation, et que ça ne remonte pas 100% de ce que coûte votre frais, le retour en lui-même, honnêtement, je pense même que ça devient une obligation pour sensibiliser, pour ne pas faire du showrooming. Parce que sinon, effectivement, je sais que nous, on avait été vraiment confrontés à des paniers comme ça qui étaient hors de propos avec beaucoup de retours. Quand on parlait tout à l'heure des taux de retour à 20-25%, moi, je plie bagage à 20-25%. Hein. C'est-à-dire que je sais que selon les pays, ça peut être très haut. Nous, on se bat pour rester à 18, ou entre 14 et 18. C'est une guerre de tous les matins avec notre SAV. Mais à 20-25, c'est se dire qu'il y a une commande sur 4 qui n'est pas bonne, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Soit on n'a pas le bon prix, soit on n'a pas le sizing, soit on n'a pas la bonne cliente. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, on parle de consommation responsable. S'il y a une commande sur 4 ou une sur 5 qui est rendue dans la main, c'est qu'on a un problème dans cette industrie. Je pense qu'il y a un problème. Alors, je n'ai pas dit qu'on va le résoudre du jour au lendemain. C'est 40% en Allemagne, d'après mes chiffres. Donc, Ouais, 50 même. Ouais. donc, mais en tout cas, en France, c'est un énorme sujet. D'où l'importance de travailler avec Après, j'allais dire, Camille aussi, je pense qu'il faut mesurer ce que disait, il faut essayer, et aussi parfois on surestime l'impact sur le taux de conversion. En fait, je pense qu'il faut vraiment aussi mesurer le taux de conversion, et je pense que justement, alors il y a effectivement un impact sur le fait que plus le panier moyen est faible, plus effectivement les clientes sont sensibles aux frais de retour. Donc en fait, plus le panier moyen est élevé, moins les clientes elles sont sensibles au prix. Donc en fonction de la sensibilité au prix de la cliente, en fait, payer 4 € si elle a un panier moyen à 200 €, elle va quand même avoir envie de passer sa commande. Et après, c'est tous les mécanismes qu'on met en place sur effectivement. Chez Lisa, on avait parlé beaucoup avec l'autre Camille, mais on a des limitations techniques sur justement défrayer des frais de retour sur les remboursements, mais offrir les avoirs, par exemple, pour favoriser la rétention. Les retours en boutique avec vous, je pense que ça va être un vrai levier. Parce qu'en fait, les clientes, à partir du moment où aussi on leur propose des alternatives, ça ne devient pas punitif en fait. Si effectivement on n'offre que les remboursements et qu'on fait que déduire des frais de retour et qu'il n'y a pas d'autre solution pour elles, c'est peut-être un peu plus difficile à accepter. Encore que chez les petites bombes, effectivement, c'est la stratégie aujourd'hui et comme tu l'as dit, il n'y a pas eu effectivement. Elles n'ont pas arrêté d'acheter parce qu'elles aiment la marque et qu'elles continuent d'être fidèles. Donc je pense que c'est il faut. Et alors pour le coup vraiment sur l'international, nous ce qu'on voit c'est que les clients internationaux pour le coup ils sont vraiment habitués à payer des frais de retour. Nous on a beaucoup de marques qui vendent aux États-Unis. Enfin les clients américaines elles sont habitués à payer 15-20 €, 20 $ pour envoyer leurs produits quand elles achètent sur des marques européennes. Donc pour le coup sur l'international, je pense que c'est vraiment pas un sujet parce qu'effectivement c'est encore plus coûteux. Et je pense que même sur les marchés locaux maintenant les clientes effectivement elles commencent à être habituées à payer des frais de retour. Donc on y viendra peut-être aussi avec Isée.